Il faut ne pas avoir peur de se battre pour défendre une autre façon de faire dans la sphère publique. L'homme de paix doit avoir en lui la capacité de se battre. Matryoshka. Bonjour à tous, bienvenue dans Matryoshka et merci à vous très sincèrement d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Alors, grande question, face à la pandémie mondiale, face aux enjeux climatiques, face à la montée du terrorisme, que transmettre? Plutôt l'art de combattre ou l'art de débattre, ou peut-être un peu des deux. Avec notre nouvelle Matryoshka, le professeur de philosophie, philosophe, romancier, auteur, essayiste, Raphaël Enthoven, nous allons ensemble creuser pour essayer de comprendre où se lève vraiment le courage. Mais pour commencer, plutôt que d'imaginer des futurs radieux, je vous propose qu'on fasse le point tout de suite sur sa vision de notre perception de la réalité, de nos craintes des lendemains. On l'écoute. La crainte des lendemains me semble moins prégnante aujourd'hui que la crainte de l'absence de lendemain. Ce dont la crainte des lendemains, comme on dit, à mon avis témoigne, c'est du sentiment que nous vivons un jour sans fin. Et c'est tout le paradoxe de l'époque où tout accélère mais où nous n'allons nulle part, où tout est infiniment rapide mais où en réalité toutes les infos se ressemblent et sont digérées par des formats homogènes, et où les prouesses technologiques flatte en nous le sentiment du hamster dans sa roue, si vous voulez. C'est le paradoxe d'une époque qu'on peut baptiser, pour le coup, l'expression est de Hegel, mais elle fonctionne, je crois, et on peut la situer géographiquement, c'est-à-dire l'Europe occidentale. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire, très concrètement. De nouveau. Mais pas de nouveau. Ouais, parce qu'on avait théorisé la fin de l'histoire déjà. Mais on avait raison de le faire. On avait raison de le faire il y a 30 ans. Mais oui, on avait raison de le faire il y a 30 ans. Que s'est-il passé en 89 ? Nous avons perdu le contrepoint d'une adversité sombre, menaçante, objective, infiniment puissante, dont la menace avait pour effet de souder les volontés. Nous avons perdu ça. On a perdu toute adversité. Nous avons perdu. Sauf qu'on a une foultitude d'adversaires. C'est ça. Mais l'adversité n'est plus cette adversité monolithique, bipolaire, à l'intérieur de laquelle on pouvait se... C'est plus facile de se définir ou de savoir qui on est ou de savoir ce qu'on a à faire quand quelqu'un menace objectivement vos libertés. Vous avez le Troisième Reich en face. Vous avez l'Empire soviétique. Bon, d'une certaine manière, vous n'avez pas le temps de vous demander quoi faire de votre liberté. Vous devez la défendre contre des gens qui lui en veulent. Nous vivons en démocratie, c'est-à-dire nous vivons dans un régime dont nous ne pouvons espérer que la perpétuation. On ne peut pas espérer sortir de la démocratie. On ne peut pas rêver d'un autre régime. Si on vivait, vous et moi, sous l'Ancien Régime, on pourrait avoir l'espoir d'un monde, par exemple, où les femmes auraient les mêmes droits que les hommes, où les Noirs auraient les mêmes droits que les Blancs, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire la possibilité d'une amélioration structurelle des choses. Là, nous ne pouvons espérer que des améliorations marginales, majeures, mais marginales. Ici, l'euthanasie, là, l'IVG, là, la peine de mort. Plus d'égalité, l'égalité salariale, ou bien les CV anonymes. Il y a des tas de choses à faire dans la société où nous sommes. C'est une société infiniment perfectible. Mais nous ne pouvons pas avoir le désir d'en sortir. Et même ceux, d'ailleurs, qui prétendent combattre le système où nous nous trouvons, le font au nom d'une démocratie accrue, se vivent comme des hyper-démocrates. Ceux qui pensent que nous vivons en dictature se vivent eux-mêmes comme des hyper-démocrates. Alors, le problème donc de cette époque, c'est que comme elle nous prive d'une adversité objective, on voudrait être antiraciste et on arrive dans un monde où le racisme est un délit. Alors comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? On a besoin d'halluciner cette adversité, on a besoin de la construire. On a besoin de la construire non pas parce qu'elle existe, mais parce que sans ça, on s'emmerde. Et l'ennui démocratique est la tragédie de l'homme démocratique. L'homme démocratique s'ennuie. C'est pour ça qu'il revendique un strapontin au banquet des victimes à une époque où, au XXe siècle, la victime a une autre valeur ou a une signification différente de l'époque où les gens étaient véritablement victimes. On est ici en présence d'une époque qui redoute ses propres progrès ou qui redoute ses propres conquêtes dans la mesure où elle la prive d'espoir, de sens de l'avenir. C'est pour ça que la liberté dont nous bénéficions aujourd'hui est menacée d'être vaincue par sa victoire. Vous savez, Hegel raconte ça dans un chapitre de la phénoménologie de l'esprit qui s'appelle « La liberté absolue et la terreur ». Il dit en gros, la Révolution française aurait pu choisir le chemin de Montesquieu, c'est-à-dire celui d'une pondération des pouvoirs, un pouvoir pondéré par l'autre, d'un équilibre, d'une stabilité qui n'est pas la négation du mouvement, mais qui est comme une table à 3 pieds. Et il dit, au lieu de ça, la Révolution a opté pour l'unanimisme rousseauiste. Et l'unanimisme rousseauiste a prétendu finalement balayer le passé, faire du passé table rase. Reste alors
une époque qui, n'ayant pas le contrepoint d'un passé par rapport auquel elle se définit, ni le contrepoint d'un avenir qu'elle est en charge d'inventer, oscille d'elle à elle-même et débouche inévitablement sur un processus terroriste. C'est là qu'on est. Mais alors, à moi, homme démocratique ou femme démocratique, qui ne suis pas capable de redonner toute seule un sens à l'histoire à venir, à moi qui tourne en rond, confiné dans un jour sans fin, sans adversaire évident, mais inquiété par une adversité diffuse et constante, quel pourrait être mon échappatoire? Chez qui est-ce que je pourrais trouver le ressort nécessaire pour supporter ce que je vis, voire même pour aimer ce que je vis? Le philosophe, à mon sens, dont nous avons le plus besoin ou qui est le meilleur compagnon pour une époque sans horizon, c'est Camus. C'est-à-dire, c'est pas un dialecticien, en l'occurrence, c'est plutôt quelqu'un qui, par la figure de Sisyphe, travaille sur le goût de vivre malgré l'absence de sens de vivre. Voilà. Sur le désir qu'on peut avoir de vivre hors de la signification que l'on donne à ce désir. Camus est le meilleur ami des gens qui se lèvent sans savoir pourquoi, qui mettent un pied au sol par obstination, par routine, par habitude, par désir, par envie, peu importe. Donc l'idée, ce serait de ne pas se projeter. Ben, c'est tout le paradoxe de Sisyphe. Tant que Sisyphe espère arriver au sommet de la montagne, non seulement Sisyphe suspend son bonheur à quelque chose qui ne dépend pas tout à fait de lui, parce qu'il y a aussi la pente, le caillou, enfin ce sont d'autres facteurs. Il ne dépend pas que de lui d'y parvenir. Tant que Sisyphe se donne pour but d'arriver au sommet de la montagne, il est deux fois déçu. Un, parce que ça ne dépend pas que de lui, deux, parce que le caillou n'y tient pas. L'erreur de Sisyphe est de vouloir arriver au sommet de la montagne. Alors qu'à l'instant où Sisyphe opère une sorte de révolution copernicienne et comprend que son but n'est pas un but lointain, mais que son but c'est le présent. Son but est d'épuiser toutes les formes de vie. Au début du mythe de Sisyphe, Camus invite à ne pas espérer une autre vie, mais à jouir et à épuiser tous les bienfaits, tous les bénéfices de la vie présente. Quand Sisyphe remplace la tâche d'aller au sommet de la montagne par la tâche de pousser le caillou, alors il devient invincible. C'est-à-dire que voilà un homme qui substitue à l'idée que pour être heureux, il faut parvenir à quelque chose, l'idée que pour être heureux, il faut décider que nous le sommes. Et cette capacité-là, cette prodigieuse décision, cette inversion des priorités qui remplace l'avenir par le présent, comme dit Clément Rosset, sois l'ami du présent qui passe, le futur et le passé te seront donnés par surcroît, me semble tout à fait adapté à la situation politique et métaphysique que nous vivons, c'est-à-dire la situation d'un monde qui, parce qu'il est parvenu à la fin de l'histoire, n'offre pas de renouvellement de lui-même, ou en tout cas ne promet que sa propre perpétuation. Nous avons besoin de gens qui nous apprennent à aimer le présent, et non pas de gens qui nous apprennent à suspendre notre bonheur à l'obtention d'un bienfait dans un avenir hypothétique. Nous avons besoin d'anti-utopistes. Nous avons besoin de gens qui, comme Camus, nous apprennent que la révolte n'est pas simplement de dire non, mais de dire oui à quelque chose, et donc de s'imposer la limite, enfin comment dire, de s'imposer l'effort de construire un projet plus qu'un rejet, et donc de donner des limites à ce qu'on souhaite, donc de donner de la mesure à ce qu'on souhaite. Et alors, si on oppose le rejet et le projet pour avancer, faut-il de même renvoyer dos à dos, débattre et combattre? A priori, originellement, le premier devait permettre d'éviter le second. Débattre devait permettre d'éviter de combattre. Mais Raphaël Enthoven, qui pratique la philosophie, la dialectique, le débat, pratique aussi les arts martiaux, se confronte sans détour sur Twitter à tous ses détracteurs et n'a pas peur d'affronter ceux qui l'ont blessé ou humilié, même les plus familiers. Et c'est ce qu'il fait dans son dernier roman, Le Temps gagné d'ailleurs. Bref, il pratique les deux, débattre et combattre, quitte à essayer de transformer le second en premier. Tout le monde porte en lui une certaine violence, et le travail à accomplir sur cette violence, c'est de la styliser. Alors ça peut être l'écriture, ça peut être aussi la maîtrise d'une technique de défense. Ça peut être par la répétition quotidienne des gestes, par le travail, par l'apprentissage, tout simplement. Mon travail, quand j'avais des classes, était de créer à l'intérieur des classes des espaces de dialogue, c'est-à-dire des lieux où les gens soient d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la possibilité de s'entendre, ou l'écoute apportée à l'autre, ou aux arguments de l'autre, ou en tout cas la construction et l'édification d'opinions en arguments, enfin la transformation d'opinions en arguments. Je vois un geste pacifique là-dedans. Je ne vois pas de pacification dans la victoire d'une opinion sur une autre, je ne vois pas de pacification dans la victoire du bien sur le mal, je ne suis pas détenteur du bien et j'aime pas beaucoup le bien. Je vois en revanche une pacification considérable dans la capacité qu'ont deux personnes à être en désaccord sans se foutre sur la gueule. Voilà.
Je n'ai pas d'autre ambition que celle-là. Reste que j'adore me battre. J'adore me battre. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème avec le combat, en fait. J'ai aucun problème avec le combat. Je ne le souhaite pas. Je ne peux pas le souhaiter. Mais le combat ne me fait pas peur. Est-ce que savoir combattre, ça aide ensuite à savoir débattre ou ça n'a rien à voir? Rien n'est plus utile dans une société. C'est la transformation du combat en débat. C'est l'introduction du dialogue. C'est le fait de penser que deux personnes en désaccord ne sont pas ennemies pour autant, mais peuvent retirer un bénéfice mutuel de leur désaccord et mettre la vérité en partage. Il y a un mythe très intéressant pour ça. Il parle d'Apollon. La construction du dieu soleil, Apollon, est celui qui tue Python et qui, par ce meurtre, découvre en lui une violence inouïe et fait amende honorable. Cette année a épuisé en lui, enfin, au fond, la honte d'avoir tué. Et il sort de cette ascèse avec le sentiment que l'humanité doit apprendre les limitations. Que la chose à transmettre aux humains, ce sont les limites. Il invente l'architecture, l'urbanistique, enfin l'urbanisme, la littérature, c'est-à-dire les lettres, le fait de retenir le sens dans le cadre d'un alphabet, la musique, c'est-à-dire tout ce qui n'existe que par les limitations. La matière molle du réel, soudain enchâssée dans des limites, produit de la musique, de la ville, du soin, de la pensée, de la littérature, etc. Il est le Dieu qui nous enseigne cela. Or, il ne peut enseigner cela, il ne peut être le porteur de la limite que parce qu'il a éprouvé l'illimité en lui. En fait, c'est un propos très camusien. Camus parle à propos de la révolte de l'intransigeance exténuante de la mesure. L'homme révolté, c'est celui qui s'impose les limites d'un contour. C'est celui qui se donne un projet. Donc, il renonce à l'absolutisme de tout changer, mais en revanche, il se donne les moyens. La moitié de quelque chose vaut mieux que la totalité de rien, quoi, pour l'homme révolté. Voilà. C'est-à-dire que la révolte est un apprentissage de la mesure. Et chez Camus, il faut bien comprendre que l'illimitation, c'est l'amour. On peut aimer de façon démesurée. Et même, il faut le faire. Mais l'amour illimité du réel, aimer de façon illimitée un monde qui se fout qu'on l'aime, qui n'est pas là pour nous faire plaisir, comprendre que, comme il le dit, il n'existe qu'un seul amour en ce monde et nous n'avons rien de mieux à faire qu'aimer. L'amour, c'est l'illimitation, mais l'illimitation prend, dès qu'on entre en politique, la forme, au contraire, de l'introduction de la mesure et d'une lutte contre le fanatisme et contre toutes les pensées radicales. J'aime l'idée apollinienne d'une domestication de l'illimitation en soi, et j'aime l'idée politique d'une domestication de la violence qu'on porte au profit d'une défense du débat. Reste que j'adore quand on m'agresse parce que je rends les coups plus forts. Oui. Voilà. Mais on a ces petits plaisirs comme on peut. Hein. Moi, mon plaisir... Vous allez les chercher parfois un peu? Oui, je vais les chercher volontiers. Sur les réseaux sociaux, parfois vous dites mince, on a oublié de m'agresser sur ce sujet, je vais y aller. Non, c'est pas ça. Non, c'est que je ne suis jamais retenu dans la remarque que j'ai envie de faire par les coups qu'elle me vaudra. Voilà. Ni d'ailleurs encouragé à faire cette remarque par l'hégémonie que ça va me rapporter. Ah non, ça je crois pas. J'ai juste pas peur des réactions, en fait. Mais elles m'intéressent. C'est assez intéressant cette idée de la transformation, de faire du combat un débat, comme de faire de la révolte un apprentissage de la mesure. Mais face à tous nos grands enjeux, qu'est-ce que le philosophe Raphaël Enthoven, qui est aussi père de 4 enfants, a à transmettre à tous nos enfants? Est-ce qu'il faut leur apprendre à ne pas avoir peur? Non, il faut avoir peur parce que c'est un apprentissage de la limite. C'est comme les gens qui ne ressentent pas la douleur. Rien n'est plus dangereux que de ne pas ressentir la douleur. Donc il faut avoir mal, il faut avoir peur. Il faut avoir mal, il faut avoir peur. Si vous n'avez pas mal, si vous n'avez pas peur, vous faites n'importe quoi, vous prenez une braise dans la main. C'est toute la différence entre le courage et la témérité. La témérité n'a pas peur, le courage n'a pas peur de la peur. Et on fait souvent comme si la témérité c'était du courage plus. Non, c'est le contraire du courage. La témérité ignore la peur, le courage est une conscience aiguë de sa propre peur. Et par la conscience qu'on en a, une façon de ne pas en avoir peur, ne pas avoir peur de sa peur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à nos enfants? Être courageux, c'est quoi? Ce qu'un enfant, me semble-t-il, doit apprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus de courage dans la capacité à comprendre ce qui nous arrive que dans le fait de s'y opposer. Et que le moment de l'enfance où l'on croit se constituer par le refus
par l'opposition, est un moment qui, si on s'en tient à lui, est infiniment stérile. C'est l'image du lion qui crie dans le désert, si vous voulez. Alors, le lion n'est pas content, il crie, il le fait savoir, et en réalité, au bout d'un moment, il se satisfait de son propre mécontentement, et il arrive qu'on s'endorme. Sur sa propre rage, si vous voulez, que la rage se satisfasse d'elle-même. Ne pas s'en tenir à sa colère, ne pas s'en tenir au goût de détester, ne pas être la dupe de sa détestation et penser contre soi-même en permanence, c'est-à-dire faire à ses propres opinions le procès de nous être dictés par ce qu'on éprouve plus que par ce qu'on pense. Et qu'est-ce qu'on cible aujourd'hui parmi les peurs qui pourraient nous susciter du courage? Quels sont les sujets qui vous paraissent aujourd'hui fondamentaux? Il n'y a qu'une seule peur, hein. C'est la peur de mourir. C'est la peur de mourir, c'est le sentiment de disparaître. Il n'y a qu'une seule peur. Le courage est non pas de ne pas avoir peur de mourir, le courage est de comprendre qu'avant de vivre on n'existait pas, qu'après avoir vécu on n'existera pas davantage. Le courage est aussi de ne pas demander à l'existence de se prolonger au-delà de la vie, mais peut-être d'en assumer la finitude et d'en faire une chance. Je ne vois que cette crainte. L'envie de ne pas mourir prend la forme du désir de changer de régime ou de créer un ordre nouveau ou de faire du passé table rase. La totalité de nos décisions, comme de nos décisions politiques, peuvent toutes, à mon avis, être indexées sur un désir de ne pas mourir ou sur une peur de mourir. Reste que, on est toujours lâche une fois de trop, on se couche toujours une fois de trop, mais on se redresse jamais suffisamment. Le courage et la lâcheté ne sont pas en situation symétrique. La lâcheté raisonne, le courage ne se connaît pas. La lâcheté peut se prévoir, le courage ne peut jamais se prévoir. Ni vous ni moi ne savons ce qu'on ferait si les nazis étaient dans la rue, avec des mitraillettes. Le courage est une posture plus qu'une réflexion? Non, c'est pas une posture, c'est une décision. La lâcheté est une posture. La lâcheté est une posture. Prenez par exemple un attentat dans un TGV. Bon, je ferai peut-être partie des lâches qui vont se planquer quand ils voient arriver un type avec une mitraille, donc je juge personne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de discours entre les gens qui se sont planqués, qui se sont enfermés aux chiottes, etc., et ceux qui sont allés se battre avec le type. Les premiers disaient, j'ai vu le type arriver, je me suis dit, je suis pas compétent, c'est pas mon métier, je vais mourir. Le contrôleur disait, j'ai pas les compétences pour, ça va aggraver la situation si j'interviens. Bref. Ceux qui voulaient tourner le dos au danger ou fuir le danger avaient des tas de raisons de le faire. Ceux qui, en revanche, se sont levés face à un fusil armé pour arrêter le type dans son entreprise meurtrière, disent « j'ai pas réfléchi ». Commence toujours en disant « j'ai pas réfléchi ». Le courage ne pense pas. Antigone ne peut pas justifier son propre geste. Le geste qui lui coûte la vie, alors que Ismène a 1000 arguments en faveur du fait de dire à sa sœur « mais enfin, t'es complètement crétine, Polynice est mort, tu vas pas aller te faire emmurer vivante parce que tu lui rends les hommages funéraires. » La lâcheté résonne, le courage ne résonne pas. Donc le courage n'est pas une posture, n'est pas une réflexion, c'est donc? C'est juste un geste auquel il faut savoir être fidèle. Ce geste qu'est le courage, Raphaël Enthoven sait largement en faire preuve. Et pour cela, la philosophie et les lectures l'ont beaucoup aidé. Et cela depuis son plus jeune âge, comme il le décrit dans son dernier livre, Enfant de parents séparés. Il a souffert d'humiliation, d'abandon, de solitude, mais aussi de violences répétées. Alors, au-delà de son histoire personnelle, qu'est-ce que l'enfant Raphaël et qu'est-ce que l'adulte Enthoven ont aujourd'hui à partager? On a tous été enfants. On s'est tous endormis dans le noir, dans une chambre noire, avec des soucis infinis, et des gens qui n'avaient pas le temps de s'en soucier eux-mêmes, ou de prendre en charge nos propres soucis, ou qui ne pouvaient pas le faire, tout simplement. Et des questions vertigineuses, mes parents sont-ils vraiment mes parents? Est-ce que j'existe vraiment? Où suis-je? Etc. Dans quel étagère? Enfin bref. On a tous connu ça, on a tous vécu ça. Ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait moins, c'est que la philosophie ou la littérature, depuis des millénaires en fait, plus la philo depuis des millénaires, la littérature depuis des siècles, prend en charge la totalité des questions qu'on croit vraiment être seul à se poser. Il n'est pas de questions qu'on ne puisse se poser. Et ça, on s'en aperçoit quand on retrouve des questions dans des livres qui ont parfois 2000 ans. Raphaël, quel auteur libère? Les auteurs qui libèrent sont les auteurs qui mettent des mots sur des choses qu'on croit être seul à penser. J'étais petit, je lisais La Comtesse de Ségur, et je découvrais dans La Comtesse de Ségur des adultes pervers avec des enfants. Quand Madame Fichini fouette Sophie avec des fagots pour le seul plaisir de lui rougir les fesses, on en vient à penser qu'au fond, la dernière baigne qu'on a reçue, c'était peut-être pas juste, quoi.
Et cette prise de conscience-là est une chose absolument salutaire dans l'existence, parce qu'elle donne envie de s'emparer de son destin au lieu de subir. Quand est-ce que vous avez découvert la philosophie? Je sais pas, à la naissance peut-être, ouais. J'en sais rien. Est-ce qu'elle vous a sauvé beaucoup? Alors, je ne sais pas si on peut parler de philosophie, mais j'ai eu une enfance pétrie pour partie de ce qu'on appelle des violences éducatives ordinaires, que j'ai longtemps, qui m'était présenté par celui qui exerçait cette violence comme l'expression de la loi. Un jour, je prenais des gifles et je répondais aux gifles par des cris. Et soudain, le gifleur me dit « Chaque fois que tu cries, t'en prendras une ». Et dans mon esprit, les choses s'inversent. Je comprends que chaque fois que je crie, j'en obtiens une. Et donc je me mets à jouer avec le bourreau en criant pour obtenir la gifle. Et de sorte que celui qui se prend pour le punisseur est en réalité mon pantin. Cette résurrection du regard, ou cette façon de regarder différemment les choses, les rend immédiatement indolores. La philosophie a cette vertu. Ce que vous pouvez comprendre, vous le subissez moins. Quel genre de père ça a fait de vous? Un beau-père qui vous écrase et un père qui oublie de vous protéger. Quel repère? Moi, je crois qu'il n'y a pas de mauvais parents. La plus grande chance de Sartre, c'est de n'avoir pas eu de père. Il n'aurait pas eu d'œuvre s'il avait eu un père. Enfin bref, il n'y a pas de mauvais parents. Il n'y a que des leçons à tirer. Or, moi, la leçon que je tirais de cette enfance, c'est-à-dire du vaste malentendu qui faisait que je revendiquais un droit à l'existence auprès de gens qui avaient le sentiment que j'étais déjà le centre de tout. Et ce grand malentendu, on m'avait installé au centre, et en réalité je n'habitais nulle part, et la revendication ordinaire du droit à exister était dissoute dans la phrase « Mais enfin, t'as vu ce qu'on fait pour toi ?» C'est-à-dire, tu es déjà au centre de nos préoccupations, comment peux-tu en demander plus? J'en demandais pas plus, je demandais juste quelque chose. Cette familiarité, en fait, par la mémoire, avec cette époque-là, rend, je dois dire, enfin, je souffre presque d'hyperacousie avec mes enfants, c'est-à-dire rend hyper attentif à ce que les enfants peuvent dire, et notamment à ce qu'ils ne disent pas ou à leur embarras. J'aime bien cette phrase, ou cette idée plutôt, parce que je la résume en une phrase de Daniel Maximin, vous voyez, cet auteur de la Créolitude, qui parle de l'identité, et c'est juste pour repositionner entre le père et le fils. Il dit, l'identité, c'est pas les racines, c'est le fruit. La seule racine est dans l'avenir. Ce sont les racines du ciel, comme dirait l'autre. La seule racine est dans l'avenir. Delphine Orvillard a cette belle définition du judaïsme. Quand on lui demande quels sont les critères du judaïsme, elle dit, bon, écoutez, il y a 8246 hypothèses en présence et on travaille encore pour savoir quels sont les critères du judaïsme, si c'est un bon juif, d'un mauvais juif, etc. Et elle dit, mais moi, de ces 8246 définitions, j'en retiens une supplémentaire qui est « et juif, celle ou celui dont les petits-enfants seront juifs ». Et c'est toute la merveille de la transmission. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une augmentation par la transmission. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre à nos enfants, aux générations qui viennent, face aux défis qui se posent? Qu'est-ce que vous avez à dire? Il y a deux choses là. Il y a mes enfants et il y a les enfants. Mes propres enfants, je voudrais qu'ils connaissent toutes mes faiblesses, qu'ils n'en ignorent aucune, et qu'après avoir pris la mesure de toutes mes faiblesses, ils se disent « Tiens, papa avait du courage ». Je voudrais leur transmettre un geste, et j'ai du mal à désigner ce geste. Je crois que ce geste ressemble d'assez près au refus de subir. Mais je voudrais qu'en somme, le souvenir de leur père leur apparaisse en cas de danger comme une des références qu'on peut avoir face à une situation. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Et donc cette idée de ne pas subir, ce que vous disiez par rapport à vos enfants, c'est quoi? C'est la liberté d'être un homme libre? C'est plus que la liberté, c'est la libération. Parce que la liberté, c'est facile en fait. C'est ce qu'on veut, la liberté elle est garantie par la loi, je peux pas vous marcher sur les pieds, vous pouvez pas marcher sur les miens, la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, etc., etc. Il y a cette liberté sans laquelle on peut pas fonctionner. Et puis il y a la liberté intransitive, la liberté intime, la liberté... Vous savez, l'intuition de Spinoza, c'est qu'on est beaucoup plus libre quand on sait qu'on n'est pas libre que quand on croit qu'on l'est.
Et donc, c'est en cela, si vous voulez, que je parlerai de libération plus que de liberté. C'est-à-dire, je vois plus de liberté et de libération dans la connaissance des mécanismes sociologiques, mentaux, inconscients, psychologiques, peu importe l'angle de vue, qui me font penser comme je pense, que dans la négation de ces mécanismes au profit d'une volonté ivre d'elle-même qui se prendrait pour l'origine de ses pensées comme de ses actes. Il n'y a rien de libre là-dedans. Celui qui fonctionne comme ça est immédiatement le pantin de ses passions. Merci. Alors juste pour récapituler, j'espère que vous l'aurez tous bien compris, tout comme moi, que 1. L'homme libre est celui qui comprend ses limites, que 2. L'homme de paix est celui qui sait se battre, que 3. L'homme révolté est celui qui connaît sa mesure, que 4. Que la mesure justement nous aide à ne rien lâcher. Bref, de paradoxe en paradoxe, d'idée complexe en idée complexe, Raphaël Enthoven nous incite à trouver la nuance pour mieux saisir le sens. Il nous aide à penser contre nous-mêmes. Et c'est bien ça, la base même de la philosophie, la base même de la pensée. Alors vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à simplement pousser le caillou? De quel côté penchez-vous? Plutôt débattre ou combattre? N'hésitez pas à faire vos retours, à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker, à en regarder d'autres. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle Matryoshka. Salut! Matryoshka.